Vous êtes sur CCTV français, bonjour à tous. À la une de cette édition Jakarta, la police affirme que c'est une organisation indonésienne liée au groupe État islamique qui est suspectée d'avoir orchestré les attaques terroristes meurtrières de jeudi. Par ailleurs, le groupe État islamique a revendiqué ces attentats. Un officier de police, un ressortissant canadien ainsi que 5 assaillants ont été tués jeudi dans les fusillades et les opérations suicides à la bombe perpétrées au cœur de la capitale indonésienne. 17 personnes ont également été blessées. 2 terroristes ont été arrêtés. Sur des photos, on voit un homme armé d'une arme de poing alors que la foule autour de lui se disperse. Une agence de presse liée au groupe État islamique a fait savoir que l'organisation terroriste a fomenté ces opérations. Les attaquants ont échangé des coups de feu avec la police avant de se faire exploser. Les forces de sécurité ont mis pas moins de 3 heures pour mettre fin au siège qui se tenait à proximité d'un café Starbucks et d'un centre commercial. D'après la police, le combattant indonésien Baroun Naim, ayant prêté allégeance au groupe État islamique et qui se trouverait en Syrie, est l'homme qui a mis sur pied cette opération. Elle estime que l'organisation terroriste s'est inspirée des attentats ayant secoué la capitale française en novembre dernier. L'assaut est aujourd'hui terminé. La police affirme qu'aucun assaillant n'est parvenu à s'échapper. Le président indonésien Joko Widodo s'est rendu sur le site des explosions. Le dirigeant a exprimé ses condoléances aux familles des victimes et a demandé à la police de remonter le réseau qui a préparé ces attaques. La police turque a arrêté 4 personnes soupçonnées d'être en lien avec l'attaque suicide à la bombe survenue mardi à Istanbul. Un suspect a été appréhendé dans la soirée de mardi, quelques heures après l'attentat. C'est le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu qui a annoncé ces derniers développements lors d'une réunion sur la sécurité dans la ville d'Istanbul. 4 autres personnes sont détenues après avoir identifié le terroriste et grâce aux informations obtenues sur la façon dont l'assaillant est entré en Turquie, les contacts qu'il entretenait, ses antécédents. Je pense que d'autres intervenants se cachent derrière cette action. Oui, l'attaquant est lié au groupe État islamique, mais le groupe État islamique est une organisation telle que parfois elle peut être utilisée comme une organisation de façade. Le chef du gouvernement turc s'est engagé à révéler l'identité des vrais acteurs derrière le groupe État islamique. La Turquie a fait savoir que le groupe extrémiste est responsable des attentats à la bombe meurtrier perpétrés dans la ville de Suruç, la capitale Ankara et récemment Istanbul. Le Premier ministre turc a également confirmé que le terroriste d'Istanbul était entré en Turquie avec un statut de réfugié. Selon l'agence de presse turque Dogan, le kamikaze Nabil Fadli, un Syrien de 28 ans, avait fait une demande d'asile le 5 janvier à Istanbul. La police est à la recherche de 4 hommes qui voyageaient avec lui. 10 touristes ont perdu la vie lors de l'explosion survenue mardi dans le centre historique de Sultanahmet, une destination touristique populaire d'Istanbul. 17 autres personnes ont été blessées. L'envoyé au nucléaire sud-coréen Hwang Jun-kook est arrivé à Beijing pour s'entretenir avec son homologue chinois Wu Dawei. Cette réunion intervient après que la RPDC a annoncé la semaine dernière avoir réussi le test d'une nouvelle bombe à hydrogène. La Chine a indiqué que les 2 envoyés allaient discuter de la manière de dénucléariser la péninsule coréenne, ainsi que de maintenir la paix et la stabilité dans la région. Les envoyés spéciaux de la Corée du Sud, des États-Unis et du Japon se sont déjà rencontrés à Séoul mercredi pour discuter de la situation. Ils se rendront la semaine prochaine en Russie. Les 5 nations ensemble avec la RPDC sont les pays membres des pourparlers à 6 sur le programme nucléaire de Pyongyang. Ce mécanisme est boycotté depuis 2009. La Chine appelle à des négociations pour trouver une solution aux tensions engendrées par les ambitions nucléaires de la RPDC. Lors d'une conférence de presse jeudi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a souligné une fois de plus l'urgence de la reprise du dialogue à 6. La dénucléarisation de la péninsule coréenne et la stabilité dans le nord de l'Asie servent l'intérêt de toutes les parties. La Chine, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, a toujours adhéré aux résolutions allant dans ce sens et a toujours rempli ses obligations internationales. Face aux circonstances actuelles, toutes les parties doivent travailler de concert pour reprendre le dialogue à 6 le plus rapidement possible afin de dénucléariser la péninsule.
Les États-Unis ont remercié l'Iran pour la rapidité avec laquelle le pays a relâché 10 soldats de la marine. Ils étaient détenus depuis mardi suite à la panne d'un de leurs vaisseaux intervenu pendant un entraînement dans le golfe Persique. La télévision d'État iranienne a diffusé des images d'un commandant de la marine s'excusant pour l'incident qui les a conduits en territoire iranien. C'était une erreur, c'était de notre faute et nous en sommes désolés. Nous nous excusons. L'attitude des Iraniens à notre égard a été formidable. Nous vous remercions beaucoup pour votre hospitalité et pour votre aide. Les gardiens de la révolution islamique ont relâché les marins après s'être assurés qu'ils étaient entrés dans les eaux iraniennes par erreur. Les navires américains ont en effet dévié de leur route à cause d'un système de navigation défectueux. Le Pentagone a annoncé que la marine enquêterait sur les circonstances ayant mené à la présence des marins dans les eaux iraniennes. L'incident intervient en amont d'un accord historique sur le nucléaire entre l'Iran et les grandes puissances mondiales. Le processus, qui prendra effet à la fin de la semaine, emporterait la levée des sanctions contre l'Iran en échange de la fin de ses activités nucléaires. La commission centrale d'inspection de la discipline vient tout juste de clore une session plénière de 3 jours. La lutte contre la corruption demeurera l'une des principales missions du gouvernement chinois pour 2016. Xi Jinping, le secrétaire général du comité central du Parti communiste chinois et les autres dirigeants du parti ont passé en revue les efforts et les accomplissements de la campagne anticorruption de l'année écoulée et ont annoncé leur plan pour 2016. Le chef de la lutte anticorruption, Wang Qishan, a déclaré que les affaires de corruption de Zhou Yongkang et Lin Jihua ont représenté les 2 plus gros dossiers de l'année 2015. Il a ajouté que la commission avait mis en place 47 agences d'inspection pour enquêter sur 139 organes centraux concernant des pratiques frauduleuses. Wang Qishan a appelé à une surveillance renforcée à l'intérieur du parti en 2016. Il a souligné l'importance de l'amélioration des mécanismes de sanctions afin que personne ne puisse échapper à la justice en cas de comportement irresponsable. De nouvelles agences d'inspection seront déployées afin de couvrir tous les organes centraux et régionaux. Wang Qishan a demandé à ce que davantage de moyens soient octroyés au public pour être impliqués dans la surveillance. Et il a enfin demandé à ce que soit renforcée la coopération avec les organisations internationales pour traduire en justice les fonctionnaires qui ont fui le pays. L'investissement étranger en Chine a augmenté de 6,4% en 2015. Cette augmentation bénéficie en premier lieu au secteur tertiaire chinois. Le ministère chinois du Commerce a publié ce jeudi des chiffres qui révèlent l'attractivité de la Chine et notamment de son secteur tertiaire pour les capitaux étrangers. En 2015, la Chine a attiré 126 milliards de dollars, soit 781,4 milliards de yuan en investissements directs étrangers non financiers. Cela représente une augmentation de 6,4% par rapport à l'année dernière. Cette augmentation a profité au secteur des services en particulier à hauteur de 17%. Mais d'un point de vue global, ce taux d'investissement direct étranger reste largement inférieur à ceux à 2 chiffres qu'a pu connaître le pays. L'investissement direct étranger en Chine suit à présent de nouvelles tendances. Les fusions et acquisitions deviennent de plus en plus actives. 1466 entreprises sont nées de fusions cette année, soit 14% de plus que l'année dernière. La part des capitaux étrangers est de plus en plus importante dans ces opérations de fusion et acquisition. Elle est passée de 6,3% en 2014 à 14,1% en 2015. Le financement participatif équitable est une nouvelle forme d'investissement en vogue en Chine qui gagne du terrain. L'organisme de réglementation de l'État, la China Securities Regulatory Commission, s'est engagé à réaliser des programmes d'essai en ligne en 2016 pour surveiller ses activités. Inviter un grand chef cuisinier mondial pour préparer un festin n'est plus un rêve. Yami est une start-up chinoise qui a fait de ce rêve une réalité en mettant en relation des chefs gourmets du monde entier. Fondée en 2014, la start-up a attiré plus de 200 grands cuisiniers qui fournissent des cuisines sur mesure aux clients. L'entreprise ne s'est cependant pas arrêtée là. Lors d'un tour de financement en septembre dernier, Yami a offert 1% de ses parts au crowdfunding équitable et a collecté près de 2 millions de yuan, soit près de 300 000 dollars américains, à plus de 100 crowdfunders. Le crowdfunding équitable est plus que du simple financement. La plupart des crowdfunders sont également nos utilisateurs initiaux et le crowdfunding équitable a augmenté leur sens de participation. Cela nous a également aidé à promouvoir notre marque.
Cette nouvelle forme d'investissement équitable a beaucoup attiré l'attention et est devenue très populaire en Chine. En tant que nouveau phénomène industriel pour les startups, le crowdfunding équitable a stimulé la création de centaines de plateformes en ligne en 2015. 36kr.com a fait partie de ce nouveau phénomène. C'est le premier site à avoir établi un mécanisme de sortie pour protéger les intérêts des crowdfunders. Depuis le lancement de sa plateforme en ligne en juin 2015, 36kr.com a collecté près de 240 millions de yuan, soit 36 millions de dollars américains, pour 31 projets de start-up. En établissant un mécanisme de sortie, nous essayons de résoudre la douleur des crowdfunders, ce qui est la liquidité. Nous faisons de stricts contrôles de crédit et des évaluations de risques pour les startups afin d'empêcher tout hasard moral, potentiel ou l'échec de projet. Tandis que cette nouvelle forme d'investissement fournit de nouvelles possibilités aux nouveaux investisseurs, les experts pensent que les risques potentiels ne devraient pas être négligés, car le crowdfunding équitable est encore nouveau en Chine. Les contrôles complets de réglementation du gouvernement sont nécessaires et le système de crédit concerné devrait être construit pour empêcher les fraudes d'investissement. Les mécanismes innovants comme la régulation de sortie et les postes de surveillance des investissements devraient être adoptés par toutes les plateformes en ligne et la conscience des risques auprès des investisseurs devrait être renforcée. Selon la CSRC, les programmes d'essai en ligne de crowdfunding équitable entreront en vigueur en 2016 et le cadre régulatoire sera renforcé. Le commerce d'actions américaines est désormais possible en Chine. Les applications sur mobile proposant ce type de service attirent un nombre croissant de jeunes investisseurs. Les entreprises de courtage en ligne telles que Jimubox et TigerBroker.com surfent sur ces tendances en se mettant à créer leur propre plateforme d'investissement. Avec le ralentissement de la croissance chinoise et les récents troubles boursiers, de nombreux investisseurs chinois souhaitent se tourner vers d'autres sources d'investissement, notamment à l'étranger. Jackson Lin a 2 ans d'expérience dans le courtage d'actions étrangères. Il a placé environ 10 000 $ sur le marché américain. Je porte mon attention sur les perspectives à long terme des compagnies. La bourse américaine est davantage orientée vers des investissements de valeur. Désormais, avec les dépréciations du yuan et des actions chinoises, investir en dollars devient plus sûr. Jackson Lin utilise des sites de courtage comme Jimubox et Tiger Brokers pour acheter des actions américaines. Le nombre de jeunes investisseurs souhaitant diversifier leur portefeuille d'actions est croissant. La jeune génération développe une préférence pour les investissements en ligne. Jung Yudong, qui travaille pour Jimubox, raconte que son entreprise a ouvert environ 5000 comptes de courtage pour le marché américain uniquement sur les 3 premiers jours des opérations du mois dernier. Les clients de moins de 30 ans représenteraient la moitié des investisseurs. Pour l'instant, les investisseurs sont davantage intéressés par les compagnies chinoises listées en bourse américaine, ainsi que par les grandes sociétés américaines. Les actions américaines offrent une grande gamme d'investissements de valeur, non seulement pour les grandes firmes américaines, mais aussi du monde entier. Les jeunes investisseurs qui commencent par de petits investissements développent leur portefeuille avec le temps. Jimubox a abaissé les barrières à l'entrée et convient bien aux jeunes investisseurs. Ces nouvelles applications sur smartphone font de la compétition aux voies de courtage traditionnelles. Le courtage en ligne est plus facile d'accès et l'inscription y est plus rapide, tandis que les voies traditionnelles nécessitent davantage de paperasse. De plus, pour chaque transaction, les commissions ne sont que 2 $ chez Jimubox, contre 6 $ normalement. Enfin, Tiger Broker explique que le courtage en ligne offre une plus grande variété de choix d'investissement. La capacité des entreprises de courtage en ligne à s'adapter rapidement à la tendance chinoise à investir à l'étranger attire l'attention des grands investisseurs tels que Xiaomi et Junfund. Jimubox vient de recevoir un 3e financement d'une valeur de 84 millions de $, provenant de plusieurs acteurs, dont la compagnie britannique Investec. La première réunion des Sherpas du G20 a démarré à Beijing et a rassemblé de hauts responsables qui ont discuté des préparations du sommet de septembre dans les villes de Hangzhou, situées dans l'est de la Chine. Le conseiller d'État chinois Yang Jiechi a dit que la Chine souhaite renforcer le rôle du G20. D'un mécanisme de résolution des crises, la Chine veut en faire un mécanisme de gestion efficace sur le long terme. Le conseiller d'État a également présenté les objectifs de la Chine, pays d'accueil du sommet cette année.
Il a dit qu'un des objectifs est de rénover le fonctionnement du mécanisme, d'établir une plateforme de coopération et d'avoir la garantie solide d'une transformation du G20. La Chine a pour objectif principal de maintenir le fonctionnement de l'économie sur une base rationnelle et d'établir une croissance plus saine et plus durable. Cela s'applique également à la situation économique mondiale. Une forte croissance en Chine constituera un moteur puissant pour tirer la croissance de l'économie internationale et contribuera largement au développement d'une croissance mondiale solide, durable et équilibrée. De plus en plus de personnes utilisent leur téléphone au lieu de leur portefeuille pour faire leurs courses. Cependant, Wing, le reporter d'ICS basé à Shanghai, a découvert que ce moyen de paiement peut être risqué. Aujourd'hui, Suwon a acheté du thé au lait au cours de sa pause déjeuner. Au lieu de payer en liquide, elle a utilisé Alipay et a économisé des dizaines de centimes. Elle a commencé à utiliser cette méthode de paiement au début de l'année dernière et elle en est satisfaite. Je suis plutôt habituée au paiement via mobile. C'est très pratique. Ça fonctionne dans les magasins ou les maisons de thé. Je n'ai pas besoin de prendre du liquide lorsque je sors manger. Je n'ai besoin que de mon téléphone portable. Et parfois, il y a des réductions, ce qui constitue aussi un avantage. Le vendeur de la maison de thé dit que plus de 60% des clients utilisent le paiement via mobile et que la plupart d'entre eux sont jeunes. Selon lui, cette méthode de paiement améliore également l'efficacité au travail. Si un client utilise Alipay, nous n'avons qu'à le scanner et c'est fait. Mais si le client utilise du liquide, alors il nous faut attendre qu'il le sorte, puis que nous lui rendions la monnaie. Alipay permet donc de réduire le temps de la transaction de moitié. Actuellement, le marché du paiement via mobile est principalement occupé par Alipay, Tencent et d'autres acteurs plus modestes comme UnionPay Mobile qui travaillent maintenant avec Apple Pay et HCE Cloud Payment. Alipay domine le marché avec une part de marché de plus de 50%. D'après une étude d'Alipay, à Shanghai, son client moyen a dépensé l'an dernier plus de 100 000 yuan via son système de paiement en ligne. Les utilisateurs de ce système augmentant, les clients disent que c'est un moyen sûr pour effectuer de petites transactions. Je l'ai utilisé longtemps et je n'ai jamais eu de problème. Je pense donc que c'est un système sûr. J'utilise Alipay quand j'achète des choses qui ne coûtent pas plus de 20 ou 30 yuan, comme une glace par exemple. Par contre, j'utilise toujours du liquide ou une carte bancaire lorsque je dois régler des sommes plus importantes. Un connaisseur de cette industrie rappelle que si les systèmes de paiement via mobile ne connaissent généralement aucun problème, ils peuvent malgré tout contenir des risques. On a remarqué que le système du code barre connaît encore quelques problèmes. Lorsque les clients scannent un code barre, ils ne savent pas si ce code barre contient un virus ou s'il ne redirige pas vers une page fictive. Un autre risque, c'est celui des données de transaction qui sont des données sensibles susceptibles d'être divulguées. Et il me semble que le troisième risque, c'est finalement le client lui-même. Lorsque vous utilisez votre téléphone portable ou votre portefeuille mobile, vous manipulez des informations très privées. Si vous révélez les informations relatives à votre compte ou si vous révélez votre mot de passe, vous prenez évidemment un risque. Afin d'éviter ce genre de risque, Victor Ye suggère que les clients évitent de cliquer sur des liens qui offrent d'importantes remises ou qui promettent des sommes d'argent. Il rappelle également qu'il est conseillé de changer de mot de passe de temps en temps pour s'assurer que son argent reste à l'abri. Voici à présent les dernières informations concernant le programme spatial chinois. Le pays a annoncé qu'il lancera sa prochaine grande mission lunaire, la sonde Chang'e 4, avant 2020 et qu'elle sera pour la première fois partiellement financée par les investissements privés. La sonde se posera sur la face cachée de la Lune et cela sera une première dans l'histoire de l'humanité. Un bond de géant, à la fois pour la Chine et le monde. La sonde Chang'e 4 explorera la face cachée de la Lune, un monde mystérieux qui reste toujours caché de la Terre. Et la sonde sera lancée d'ici 4 ans. L'environnement et d'autres conditions sur la face cachée de la Lune restent inconnus et le terrain y est très compliqué. Nous avons fait quelques changements dans la conception de la sonde. En plus d'un terrain compliqué, les experts disent qu'avoir des communications stables sera aussi essentiel pour un alunissage en toute sécurité.
Par rapport à un alunissage sur le côté le plus proche, le plus grand changement, c'est que nous ajouterons un satellite relais, lequel peut fournir des communications entre la Terre et la Lune. Pendant ce temps, nous mènerons également de grandes explorations spatiales en utilisant ce satellite. Et autre première dans les efforts spatiaux de la Chine, la mission lunaire testera des programmes utilisant l'investissement privé venant d'entreprises ou même d'individus, et ce afin d'accélérer l'innovation aérospatiale, de réduire les coûts de production et de promouvoir les relations militaires civiles. Chang'e 4 a été conçu au début comme une mission d'appui à Chang'e 3, la première mission d'alunissage de la Chine. Il y a environ 2 ans, la sonde s'est posée avec succès sur la Lune, faisant du pays le 3e à réussir un tel exploit après les États-Unis et l'ancienne Union soviétique. Les autorités de Guangzhou ont annoncé que la province du Guangdong est celle qui compte le plus de toxicomanes en Chine. Le phénomène est particulièrement inquiétant car il touche surtout la population de jeunes. C'est pourquoi Guangzhou a mis en place cette année un programme éducatif anti-drogue afin de tenter d'enrayer le problème. Nous nous rendons dans une école de la province pour en savoir plus. Il est 2 h de l'après-midi. Les étudiants de l'école pharmaceutique de Guangzhou suivent une classe spéciale. Aujourd'hui, 6 policiers sont venus leur parler afin de partager avec eux leur expérience relative à la lutte anti-drogue et de clarifier certains malentendus communs sur ces substances. Les conversations se tiennent en groupe restreint. Pour la plupart des adolescents présents, cette proximité avec un policier est une première. Les policiers ne sont pas aussi durs que je l'imaginais. En réalité, ils sont gentils. Je pensais que la consommation de drogue ne me concernait pas, mais je réalise désormais les dangers potentiels qu'elle constitue. Cette activité s'appelle la bibliothèque humaine. Elle permet aux étudiants de communiquer directement avec différents praticiens plutôt que de s'en tenir à l'enseignement traditionnel dispensé par les professeurs. Les étudiants ont posé beaucoup de questions sur les drogues aux policiers qui sont experts en la matière. Cette méthode d'éducation est bien plus impressionnante et efficace que celle qui consiste à écouter un professeur. Parallèlement, des maquettes de drogue sont exposées et introduites brièvement dans la cour de l'école. Les clichés témoignant de l'impact que leur consommation peut avoir sont affichés au mur. Certains expliquent qu'il ne s'agit pas de leur première rencontre avec de tels visages. Il y a un centre de désintoxication près de notre école et depuis ma salle de classe, je peux observer des toxicomanes tous les jours. Il ne faut pas prendre de drogue. L'activité d'aujourd'hui marque le début d'un programme éducatif initié par les autorités locales de Guangzhou. Pour enrayer la toxicomanie qui séduit de plus en plus de jeunes de la province, la ville prévoit d'organiser 100 classes spéciales cette année. Ainsi, ces sessions se tiendront 2 fois par semaine dans différentes écoles, communautés et entreprises. La plupart de ces classes se tiendra dans des écoles et se concentrera sur les jeunes âgés de 10 à 25 ans. Cela fait partie d'un plan triennal national de prévention contre la consommation de drogue. Les mesures anti-drogue sont nombreuses dans la province du Guangdong et sa capitale, la ville de Guangzhou, travaille désormais à traiter le problème à la source. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour Afrique Info.